Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la notion de base. Qu'est-ce qu'une base dans un espace euclidien R2 ou R3? Donc on a vu deux concepts importants, le concept de vecteur indépendant, le concept de vecteur générateur. C'est des concepts qui se ressemblent mais qui sont différents. En fait, les quatre possibilités sont présentes. Donc des vecteurs peuvent être indépendants et générateurs, indépendants sans être générateurs, ni indépendants ni générateurs. Donc on va regarder les quatre possibilités. Par exemple, dans R2, un seul vecteur non nul, comme celui-là, comme U, ben, c'est indépendant, mais ce n'est pas générateur, puisque un seul vecteur n'est pas suffisant pour pour engendrer toutes les directions de R carré. Ici, on a un exemple où est-ce qu'on est indépendant et générateur. Ici, on a un exemple dans R2 toujours. Ce n'est pas indépendant, la direction W peut s'obtenir avec U et V. Donc, ce n'est pas indépendant, mais c'est générateur. N'importe quel vecteur dans R2, donc on imagine un quatrième vecteur, je peux ce vecteur-là est engendré par une combinaison linéaire de U et V, par exemple. Je peux toujours mettre un coefficient 0 à W. Donc c'est générateur, puis ce n'est pas indépendant. La dernière possibilité, aucune des deux, donc ni indépendant ni générateur. On peut imaginer trois vecteurs parallèles. Donc ça c'est un exemple, ce n'est pas générateur de R2, puisque un vecteur qui serait pas dans la direction ni de U, ni de V, ni de W, ça ne serait pas engendré par une combinaison linéaire de U, V, W. Donc ce n'est pas générateur et ce n'est pas indépendant non plus. Donc c'est ni un ni l'autre. Cependant, à la rencontre de ces deux notions-là, donc lorsque c'est indépendant et générateur, c'est là qu'on trouve la notion qu'on appelle une base. Donc, soit E, un espace euclidien, les vecteurs V1, V2 jusqu'à Vn forment une base de E s'ils sont indépendants et générateurs. Donc, par exemple, les bases de R2, ça c'en est un exemple. Ça c'en est un autre exemple d'une base de R2. Ça aussi, c'en est un exemple. On voit que U et V ne sont pas tout à fait parallèles et ce petit angle-là nous permet de conclure que U et V forment une base. Donc les bases de R2 sont formées de deux vecteurs non collinéaires. Dans R3, donc ici on a un exemple d'une base, c'est indépendant et générateur. Même chose ici, c'est indépendant et générateur. Même chose ici, indépendant et générateur. Donc les bases de R3 sont formées de trois vecteurs non coplanaires. Théorème, toutes les bases d'un espace euclidien donné comptent le même nombre de vecteurs. Ce nombre est appelé la dimension de l'espace. Donc ça, dans un sens, c'est la définition de la dimension d'un espace euclidien. C'est le nombre de vecteurs que compte une base dans cet espace-là. L'espace euclidien Rn est de dimension n. Prochain théorème. Soit V1, V2 jusqu'à Vm des vecteurs d'un espace euclidien de dimension n. Donc j'ai m vecteurs dans un espace de dimension n. Si j'ai moins de vecteurs que la dimension, alors les vecteurs ne forment pas une base puisqu'ils ne sont pas générateurs. Donc si j'ai moins de vecteurs que la dimension, je sais automatiquement que ce n'est pas générateur. Je n'ai pas besoin de regarder les vecteurs en question. J'ai seulement besoin de les compter. Si j'en ai moins que la dimension, je sais automatiquement que ce n'est pas générateur et donc ce n'est pas une base. Si j'ai plus de vecteurs que la dimension, alors il suffit de compter les vecteurs pour se rendre compte qu'ils ne sont pas indépendants. Ils sont dépendants, ils ne sont pas indépendants. Et donc, ils ne forment pas une base. Si j'ai autant de vecteurs que la dimension, donc dans ce cas-là, parfois ils forment une base, parfois ils ne forment pas une base. Donc, si j'ai autant de vecteurs que la dimension, ça forme une base si et seulement s'ils sont indépendants. Si j'ai autant de vecteurs que la dimension, ils forment une base si et seulement s'ils sont générateurs. Donc, je vous ai dit un peu plus tôt que ces deux notions-là, indépendant et générateur, ce sont deux notions
qui se ressemblent, mais ce sont des notions distinctes. Elles sont distinctes puisque les 4 possibilités sont présentes. Ça peut être indépendant, ça peut être générateur, un sans l'autre, enfin, toutes les combinaisons sont possibles. Cependant, ce sont 2 notions qui se ressemblent. Parce que si on se limite seulement au cas où est-ce que j'ai autant de vecteurs que la dimension, alors le fait d'être indépendant et le fait d'être générateur, c'est la même chose, c'est logiquement équivalent. Donc quand j'ai autant de vecteurs que la dimension, c'est ça, ces 2 notions-là se confondent. Ok, prochain théorème. Si j'ai V1, V2 jusqu'à Vn des vecteurs et V, un autre vecteur d'un même espace euclidien de dimension n. Si V1, V2 jusqu'à Vn sont générateurs, alors V est engendré par au moins une combinaison linéaire des vecteurs V1, V2 jusqu'à Vn. Deuxième affirmation du même théorème. Si V1, V2 jusqu'à Vn sont indépendants, alors V est engendré par au plus une combinaison linéaire des vecteurs V1, V2 jusqu'à Vn. Troisième affirmation du théorème, si V1, V2 jusqu'à Vn forment une base de E, alors V est engendré par une et une seule combinaison linéaire des vecteurs V1, V2 jusqu'à Vn. On va regarder la preuve de ces affirmations-là. En 1, bon, si c'est générateur, oui, V peut s'écrire comme un vecteur engendré par au moins une. Oui, ça c'est la définition d'être générateur, donc c'est automatique. 2, il faut démontrer que si les vecteurs V1, V2 jusqu'à Vn sont indépendants, alors V est engendré par au plus une combinaison linéaire des vecteurs V1, V2 jusqu'à Vn. Pour démontrer ça, pour démontrer ce qu'on appelle l'unicité, je suppose que V est engendré par 2 combinaisons linéaires de V1, V2 jusqu'à Vn, puis je vais montrer que forcément ces 2 combinaisons linéaires-là sont les mêmes. Donc ce que je vais commencer par faire, c'est soustraire. Je vais calculer V moins V, donc ici je vais avoir A1 moins B1 fois V1, A2 moins V2 fois V2, etc. Donc j'ai calculé V moins V, ça donne évidemment le vecteur nul. Donc j'ai A1 moins B1 fois V1, A2 moins B2 fois V2, etc. Donc ce que j'ai ici, c'est une combinaison linéaire des vecteurs V1, V2 jusqu'à Vn. C'est une combinaison linéaire qui engendre le vecteur nul. Mais par hypothèse, dans la deuxième partie du théorème, j'ai supposé que V1, V2 jusqu'à Vn sont indépendants. S'ils sont indépendants, ça signifie que seule la combinaison linéaire triviale donne le vecteur nul. Donc ça, c'est une combinaison linéaire qui engendre le vecteur nul. Donc elle est forcément triviale. Si elle est triviale, ça veut dire que le premier coefficient est nul, le deuxième coefficient est nul, etc. Tous les coefficients de la combinaison linéaire sont nuls. Et donc ça signifie qu'A1 égale B1, A2 égale B2, etc. AN est égal à Pn. Autrement dit, ces 2 combinaisons linéaires-là sont les mêmes. Et pour ce qui est de la preuve de la troisième affirmation dans le théorème, c'est une conséquence de 1 et 2. Donc s'il s'agit d'une base, c'est donc que c'est générateur et indépendant. Si générateur, ça signifie que V est engendré par au moins une combinaison linéaire. Si c'est indépendant, ça signifie que c'est engendré par au plus une combinaison linéaire. Donc la rencontre de au moins 1 et pas plus que 1, ça donne exactement 1. Et c'est le cas avec les bases. Donc définition soit bêta, qui est la suite ordonnée V1, V2 jusqu'à Vn, donc l'ordre compte quand je mets les parenthèses comme ça, plus grand, plus petit, ça indique que l'ordre compte. C'est ce qu'on appelle une base ordonnée d'un espace euclidien de dimension n. Soit A1 V1 plus A2 V2, etc. jusqu'à plus AN Vn, l'unique combinaison linéaire qui engendre le vecteur V. Alors on écrit ceci, au fond, V se résume à ses coefficients dans la combinaison linéaire qui l'engendre dans la base bêta. Les coefficients
de la combinaison linéaire sont appelées les composantes du vecteur V. Notez que lorsque le contexte est clair, on écrit que V est tout simplement V est égal à cette suite de composantes-là. Par exemple, on demande d'écrire le vecteur V dans la base bêta. En A, la base bêta, c'est la base UV. Donc, je dois écrire ce vecteur-là, le vecteur R. Donc, pour faire R, j'ai besoin de 2U, j'ai besoin de 1.5V. Donc, 2U et 3,5V, effectivement, ça engendre le vecteur R. Donc, le vecteur R dans la base bêta s'écrit 2, 3,5. Le vecteur R dans la base VU, cette fois-ci. Donc, je dois commencer, c'est une base ordonnée. Donc, je dois commencer par V. Donc, je dois faire 3,5V plus 2 fois U, et ça m'engendre le vecteur R. Donc, dans cette base-là, le vecteur R s'écrit plutôt 3,5, 2. Dans la base UW, le même vecteur R. Donc, je dois faire 5U, je m'en vais comme ceci. Ensuite, je remonte. Moins 3W. Et donc, ça me donne mon vecteur R. Et donc, ce même vecteur R-là s'écrit 5 moins 3 dans la base UW. Et finalement, le vecteur R dans la base VW, donc je dois faire 2.5V, donc 1 fois, 2 fois, 2.5, je passe de là à là. Ensuite 2W, donc je m'en vais à l'extrémité de R. Donc je suis parti de l'origine de R, j'ai terminé à l'extrémité de R, j'ai fait 5 demi-V, j'ai fait 2 fois W. Donc le vecteur R, cette fois-ci, s'écrit 5 demi, 2 dans la base bêta. Donc, il faut comprendre ceci. Un vecteur, ça existe avant même qu'on le représente dans une base. Donc mon vecteur R, il a l'air de ceci. Maintenant, dépendamment de la base que j'utilise, il va y avoir différentes représentations si je change la base. Donc le vecteur R, c'est un vecteur qui existe indépendamment de sa représentation. Mais quand on le représente, ce vecteur-là prend une nature qui est numérique. Au départ, c'était une flèche dans un espace, donc ça avait une nature qui était géométrique. Quand on le représente dans une base, il prend une nature qui est plus numérique. Si on va voir dans R3 maintenant, écrire le vecteur donné dans la base UVW. En A, j'ai le vecteur R, donc ce vecteur-là, en bleu, je dois l'écrire comme un vecteur engendré par une combinaison linéaire de UV et W. Donc le vecteur R, je peux l'engendrer en faisant une fois U. Ensuite, je pourrais faire une fois W et moins une fois V. Donc si je le replace dans l'ordre UVW, c'est une fois U moins une fois V plus une fois W. Donc ça me donne 1 moins 1, 1. Donc ça c'est le vecteur R dans la base UVW, le vecteur R en bleu ici. Le vecteur S qui est mauve comme ceci. Donc ce que je peux faire une fois V plus une fois W. Je passe de l'origine de S à son extrémité de S. Donc ça me donne le vecteur 0, 1. Et finalement, le vecteur W, je peux faire, c'est assez simple, je fais 0 fois U, 0 fois V, plus une fois W, ça donne W. Donc mon vecteur W, c'est 0, 0, 1, toujours dans la base UV. Théorème, soit U qui s'écrit comme A1, A2, AN, V qui s'écrit comme B1, B2, BN, deux vecteurs écrits dans la même base. Alors U plus V,
je trouve son écriture dans la base en question en additionnant ou en soustrayant les composantes correspondantes. De même, k fois u, ben, je multiplie toutes les composantes du vecteur u par le scalaire k. Par exemple, soit u le vecteur 1, 3, v le vecteur moins 2, 2, w le vecteur 8, 0, 3 vecteurs écrits dans la même base. En A, montrer que UV forme une base. En B, écrire le vecteur W dans la base UV. Donc, pour montrer que UV forme une base, il suffit de montrer que U est non nul et que V n'est pas un multiple de U. Donc, voyons voir, si V était un multiple de U, j'aurais ceci, donc j'aurais moins 2 est égal à K et j'aurais 2 est égal à 3K. Donc, ces deux égalités-là, ces deux équations-là sont incompatibles. La première nous dit k égale moins 2, la deuxième nous dit au fond que 2 est égal à moins 6, donc c'est incompatible. Ce qui signifie que V n'est pas un multiple de U, et donc ça signifie que U et V ne sont pas collinaires, et donc ils forment une base de l'espace en question, c'est un espace à deux dimensions. Donc ça termine le A. En B, il faut que j'arrive à écrire W comme une combinaison linéaire de U et V. Donc W, ça s'écrit 8, 0, U, ça s'écrit moins 2, 2, et V, ça s'écrit 1, 3. Donc j'effectue la combinaison linéaire ici, je trouve que 8 doit être égal à moins 2A plus B, et je trouve que 0 est égal à 2A plus 3B. Donc autrement dit, j'ai trouvé deux équations, deux inconnues. Je peux résoudre ce système d'équations-là, ça me donne A égale 2 et B égale moins 3. Et donc, j'ai trouvé que W, ça s'écrit 2 moins 3 dans la base UV. Donc ça, c'est la représentation de W dans la base UV. Prochain exemple, soit deux vecteurs, U et V, qui sont écrits dans la même base bêta. On nous demande d'écrire W dans la même base bêta, sachant qu'il s'écrit moins 5, 7 dans la base UV. Donc, dire que W s'écrit moins 5, 7 dans la base UV, ça signifie que W c'est moins 5U plus 7V. Maintenant, dans la base bêta, U s'écrit 1, 3 et V s'écrit moins 2, 2. Donc, j'effectue la combinaison linéaire avec ces composantes-là. Ça me donne moins 19, moins 1. Donc, ça, c'est la représentation de W dans la base bêta. Donc, W dans la base UV, c'était moins 5, 7, tandis que dans la base bêta, c'est moins 19, moins 1. Encore une fois, dans les deux cas, il s'agit du même vecteur, juste qu'il est représenté dans deux bases différentes. Prochain exemple, déterminer si les vecteurs U, V et W sont coplanaires. Donc, première chose à tester, est-ce que U est nul? Non, ici U est non nul. Je passe à l'étape suivante. Est-ce que V est un multiple de U? Donc, est-ce que V ici est égal à K fois U? Si je regarde la première composante, je vais trouver K égale moins 2. Mais K égale moins 2 ne fonctionne pas avec la deuxième composante. Ça nous donne 3 égale moins 2 fois 2. 3 égale moins 4, c'est impossible. J'ai même pas besoin de me rendre à la troisième composante. Et donc, je sais que V n'est pas un multiple de U. Super. Est-ce que W peut s'écrire comme combinaison linéaire de U et V? Donc, ça me donne cette équation vectorielle-là. Si je la décompose, c'est-à-dire je la regarde composante par composante, ça me donne ceci, 3 équations et 2 inconnues. En fait, je peux trouver ici que A égale 1 et B égale moins 2 fonctionnent dans les 3 équations. Et donc, oui, W peut s'écrire comme combinaison linéaire de U et V. Plus spécifiquement, W, c'est 1 fois U moins 2 fois V. Et donc, ça m'indique que W est dans le même plan que U et V. Autrement dit, UV et W sont coplanaires. Ok, quelques propriétés à propos des bases. Si bêta est une base ordonnée,
et qu'on lui fait subir une des transformations suivantes. Première transformation, permuter deux vecteurs. Deuxième, multiplier un des vecteurs par un scalaire non nul. Troisième, ajouter un multiple d'un vecteur de la base à un autre vecteur de la base. Donc, si on lui fait subir une de ces transformations-là, on trouve une nouvelle base bêta prime. Donc, l'affirmation de la propriété, c'est que cette transformation-là change la base, oui, mais ça ne change pas le fait que c'est une base. Ça reste une base. Par exemple, sachant que UV est une base, montrer que les vecteurs donnés forment aussi une base. Donc, si UV est une base, alors VU est une base. Ça, c'est la propriété 1. Tandis que dans le deuxième cas, on applique tout simplement la propriété 2. Là où ça se corse, c'est avec le dernier exemple. Il est question de U moins V et U plus V. Donc, je commence par faire la chose suivante. J'ajoute au premier vecteur un multiple du deuxième vecteur. Donc, j'ajoute au premier vecteur moins une fois le deuxième vecteur, ce qui me donne ceci, U moins V et V. Donc, si le premier est une base, ça signifie que le deuxième est une base. Ça, c'est en vertu de la propriété 3. Ensuite, je peux multiplier le deuxième par un scalaire non nul. Donc, je multiplie le deuxième ici par 2. C'est la propriété 2. Ensuite, je peux ajouter au deuxième un multiple du premier. Donc, ici, j'ajoute au deuxième, qui est 2V, une fois le premier qui est U moins V. Donc, en deuxième position, je me retrouve avec U moins V plus 2V, qui se simplifie en U plus V. Donc, à chaque étape, j'ai utilisé une des transformations qui est énoncée dans la propriété. Donc, si au départ, c'est une base, ça signifie qu'à la fin, c'est encore une base. Donc, avec ça, ça termine la présentation.